Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous allons ce matin parler politique. Nous allons revenir sur l'adresse à la nation faite hier soir par le Premier ministre, le docteur Gary Coney. Dans cette adresse à la nation, le Premier ministre Coney a fait état de l'état d'urgence qui va être décrété. Il a parlé aussi des départements qui sont donc concernés, au total 2 départements concernés par l'état d'urgence. Des mesures vont être prises bientôt dans le cadre des opérations qui seront donc lancées pour déloger les criminels qui prennent en otage la population haïtienne. Et ce matin, après évidemment la diffusion intégrale de l'intervention du Premier ministre, le docteur Gary Coney, pour des commentaires et des explications, nous aurons donc à accueillir M. Hans Tippinauer, qui est donc conseiller à la gouvernance et la relance économique. Juste avant d'introduire le Premier ministre Gary Coney, accueillons notre invité qui est sur le plateau avec nous. Hans Tippinauer, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Et comme annoncé, nous allons sans tarder inviter le public de Métropole à suivre avec nous cette adresse à la nation faite hier soir par le Premier ministre Gary Coney. Suivons. Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une gros coquin-chaîne crise. À ce moment, moi choisi pour me faire un petit parler avec nous clair, tant que le cocoyer, sur un sujet qui préoccupe nous toutes sans ouéter morceau. C'est causer insécurité. Groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zone métropolitaine là, et plusieurs autres côtés dans le pays quand la Tibonite. Groupe Mounzayo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie chaque jour dans Port-au-Prince tourne une bataille pour survivre. Famille à vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si moun yo pas à l'école encore, business yo fermé porte yo. Et puis l'hôpital ak centre santé yo abandonné. La rue capitale noire, kounya tourné champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie. Et côté l'espoir t'a semblé beaucoup prête pour bouger. Groupe criminel yo pas seulement la la troubaille dans la vie chaque jour, mais ils ont affecté l'économie pays à tout. Routes commerciaux bloquées, chaînes d'approvisionnement perturbées, et puis investisseurs sont tellement découragés, ils ne sont pas intéressés à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui a l'économie pays en dégrabat. Ça crée plus de pauvreté et de chômage et la compatriotes nous 2 bras pendiers sans espoir. Impact humanitaire même, c'est pas parler. En pile milliers de gens qui étaient caillés pour aller prendre refuge, soit caillés amis, ou bien un parent, et surtout nous voyons ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec nous déjà. Car déjà utilisés comme une arme pour contrôler la communauté. Femmes actives en particulier, c'est victimes principales de crimes. Ils sont souvent kidnappés, violés, et puis forcés à faire ça, ils ne peuvent pas faire en bas menace ZAM. Ils ont quitté marque physique et psychologique qui a duré longtemps, pas seulement sur les victimes directes,
mais tout sous famille et communauté. Système santé qui était déjà faible, vient plaire avec victimes de violence et monde qui a souffert à cause de l'effet direct tout problème ça yo. Insécurité alimentaire paraît clair. Avec pourcentage de malnutrition qui a augmenté plus tous les jours. Situation tragique ça vient plus grave avec un climat d'impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption avec la Pérez envahit l'institution qui fait les vignes plus difficiles pour les autorités répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je viens annoncer que moi, avec le support du Conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays une fois pour toutes. L'initiative pour marquer un gros virage dans la bataille contre Calvaire. C'est le résultat de plusieurs semaines de planification avec discussion avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti et le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, jeudi, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement outils et instruments nécessaires pour agir, frapper bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi demande des populations dans les communes qui concernées pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a venir de temps en temps et gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile, il est important pour nous rester jam, unis et puis disciplinés. Collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser cette crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous tous pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui couvrir sur qui Jean la police a clamé à protéger la population. Je demande éviter de faire reportage qui baille bandi information sur position force l'audio à qui Jean opération a déroulé. Quitte reportage en direct, quitte pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH avec support force Kenya avec force l'armée d'Haïti pour commencer petit à petit déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final c'est reprendre toute zone sous contrôle gang caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de la Justice pour faire tout ça possible pour renforcer, pressé le système judiciaire pour nous continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, c'est pour tout n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, est égal devant la loi. Pour me finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité de la zone. Nous pouvons encourager la coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité.
compatriotes, le processus nous commencé là, mais il pas facile. Et m'a tout dit nous, il pas rapide. Moi, je voulais mettre ça clair dans la tête. Nous. Exemple, pays dans Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagnent 10 fois plus de ressources que nous, confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande temps et participation de toute société. Mais songez tout, que moi toujours dit nous. Haïti pas péri et Haïti pas perdu la bataille ça. 1804, mariage la main indigène avec la population de banou indépendance. Et en 2024 ça, nous devons réaliser mariage force Claudio avec la population pour libérer Haïti en bas mais toute qualité bandit qui a tué, violé et puis appauvri malheureuse avec malheureux. Moi je voulais dire nous tout. Côté nous embarquer là, pas rien faire bac. Si moun pas entrer dans gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous dans main nous. Haïti libre ancêtre nous te bay ak mourir pour lia, pas seulement pour génération pas noire. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour la bataille, pour le kembe liberté ça et puis pour le remettre les mains dans la main by l'autre génération qui a venu, by petite li et by petite li. Compatriotes, objectif nous aujourd'hui est clair. Ce n'est pas seulement retourner pays à Jean quelques années avant, mais c'est démarrer une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstances qui a obligé un pays à demander l'autre pays aide, surtout dans les affaires de crise humanitaire, en crise de sécurité. Mais aucune génération pas de sous-traiter Jean-Li doit bâtir caractère nation li, Jean-Li doit mettre campé un l'état jam cap bail service. Route la va long en pile. Pour aller en pile pelin capitaine, en pile mauvais parole, en pile fake news pour décourager nous pour laguer sur réseau. Moi je crois que grâce à la détermination, nous toutes n'avons réussi quand même. Ensemble, nous pourrons bâtir un Haïti qui est plus en sécurité, qui est plus juste et qui est plus prospère. Une dernière petite parole pour Bandio. J'en dit ça déjà. Déposer les armes, nous, reconnaître l'autorité de l'État. Créole parler, créole comprendre. Que grand-mère la béni Haïti et puis guidez-nous dans la mission noble ça. Merci en pile. Voilà, Madame, Monsieur, les propos du Premier ministre Gary Conille. C'était hier soir et adresse à venir dans un moment que mon pas d'attendre Ali et mon d'attendre m'a dit on dit opération, surtout que une coïncidence quelques heures avant était gagné la police qui était déployée on dit dans le centre-ville Port-au-Prince. C'est vrai que moi, gagnons là avec moi, M. Tipinauer, en tant que conseiller à la gouvernance et la relance économique, le Premier ministre conclut intervention avec une parole, je voulais commencer par dernier petite parole ça, et qui, à mon humble avis, est aussi important qu'un pile l'autre bagaille que le dit dans l'intervention. Elle dit, il était dit déjà déposer les armes, monsieur, et reconnaître l'autorité de l'État. Ça, sont paroles que l'a adressées à Bandio. C'est vrai qu'il dit créole parler, créole comprendre. Mais qui ça pas dit dans créole parler, créole comprendre ça, Hans Tipinauer? Bon, qui ça pas dit, c'est que. Mais qui ça pas détaillé, si vous voulez, que Bandio t'a dû connaître? Non, Bandio t'a dû connaître que nous sommes déterminés. Que le Premier ministre est venu pour que lui vraiment. Il sentit la mission, il sentit que faut que le pays mette ensemble. Et je pense que ça, le pas dit peut-être justement, c'est que c'est et la police, et les forces armées, et les forces kenyanes, et toute la population
qui supposé mettre ensemble pour que nous capables vraiment faire pays ça revivre, réanimer pays. Je dis c'est là que nous y est. Je dis à son pays que nous venons joindre, et un peu le monde peut-être pas comprendre ça, mais son pays côté que rien pas de marché dans le pays. Malheureusement, les 4 à 5 dernières années, l'État n'a pas vraiment fonctionné. Et nous sommes capables de voir que les institutions ne sont pas vraiment aujourd'hui fonctionnelles. Nous venons joindre l'État complètement délabré. Et bien malgré tout, nous rentrons avec un pile force et c'est ça, nous pensons que le Premier ministre lui-même représentait mission ça, que lui-même il sentit gagner, relever l'autorité de l'État. Et donc, c'est ça que l'a fait tout le monde comprendre. En nous travaille ensemble pour que le pays a relancé. Et déposer Zamio et reconnaître l'autorité de l'État, qui était capable de dire, sinon, ça ne peut pas passer. Est-ce que c'est la prison ou la mort? Bon, ça va dépendre. Est-ce que nous vraiment, et là je dis nous, bandits, est-ce que vous parlez pour déposer les armes? Et est-ce que vous parlez vraiment pour que vous reconnaissez l'autorité de l'État et donc assumer en même temps et le fait que je dis son pays qui a besoin de justice, son pays côté que un pile monde a essayé de river tout, il voulait recréer le pays, mais en même temps un pile monde a des besoins, son pays que nous, enfin nous tous nous avons souffert dans ce pays ces dernières années et aujourd'hui malheureusement en pile dans bandit nous l'avons vu, ils font face à une population qui, je dis, n'est pas capable encore. Mais, supposons que bandit en pile là-dedans, a décidé qu'il a déposé les armes. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas choisi de mourir. Donc, exact. Déposer les armes, n'a pas dit qu'il va retourner la caillou, à vaquer à l'activité. Donc, il est capable d'aller en prison. Si il t'a parlé, parce qu'il dit que chiffre là en pile, quantité bandit en pile, dans quelle prison on va mettre le pénitentiaire national crasé? Bon, écoute, tout ça c'est un processus. Le Premier ministre a dit qu'il n'a pas pensé que son bail qui va le faire dans quelques jours, son bail qui va le prendre temps. Nous espérons cependant que bandit peut-être pourra attendre appel ça et que donc il pourra le mettre coopérer autant que possible. Bien sûr, son bail qui est difficile et ça va résulter tout de la nécessité de dialoguer, et certainement. Mais ce n'est pas nous qui nous va pas dialoguer avec bandit. Nous voulons dialoguer éventuellement, nous bien dit, avec des gens qui eux-mêmes reconnaissent que faut que le pays a changé. Il faut que d'abord ils reconnaissent tout que en pile en pratique que nous avons gagné et notre façon de vivre dans ce pays n'est pas acceptable. Et si nous sommes capables de reconnaître à ce moment-là, donc peut-être nous sommes capables d'avancer. Donc option de dialogue là, il n'est pas bon côté primature, il n'est pas sur le tapis du tout, dialoguer avec les bandits. Nous ne voulons pas dialoguer avec des bandits, nous voulons dialoguer avec des citoyens, des gens qui reconnaissent vraiment qu'ils sont capables de construire un pays. C'est ça fait que un processus de dialogue national qui a lancé tout, avec le Conseil. Et nous voulons arriver vraiment dans un pays qui reconnaît tête, qui vient retourner aux vraies valeurs, retourner à la base. Et bandits, aujourd'hui, il y a là-dedans qui sont, moins supposés, viennent bandits pour la force des choses, viennent bandits parce qu'il n'y a pas de l'autre façon pour vraiment construire la vie, pour qu'ils apporter quelque chose à la société. Aujourd'hui, nous voulons recommencer. Nous voulons que le pays a vraiment joindre les forces vives de la nation qui a mis ensemble. Et nous espérons que nos bandits, ça y est, qui peut-être pas des criminels. Parce que, en même temps, tout, nous ne pas garantir, en fait, sous tu fait une série de bagailles et que l'acclamé au public est là, ou pas l'obliger de faire face à la justice. Donc, de toutes les façons, la justice fait aussi partie du dialogue. Et c'est ça pour nous, tout simplement, songer. Et donc, les conséquences viendront avec. Si la justice fait partie du processus, donc là, comme il a dit, au fond, clin d'œil, il y a les questions d'amnistie, pas loin? Non, pas d'amnistie. Pas d'amnistie. On ne peut pas avoir d'amnistie pour des crimes de sang.
ça, c'est pas un bagage qui est possible. Moi, pas penser que son bagage que nous sommes capables d'accepter. Vous parlez d'amnistie, peut-être où tu es en force politique, où tu peut-être gain des accidents que tu es passé parce que justement, où tu es un idéal que tu as essayé de défendre. On ne peut pas parler d'amnistie ou accepter faire des bagages qui sont tout à fait inhumains, qui tout à fait sorti même de nos pratiques. Parce que moi-même, l'homme qui a grandi dans le pays, ça, je ne sais pas de quoi nous tout ça. D'ailleurs, on a parlé de cas de Jacques, c'est pas un bail qu'on a entendu parler de lui. On n'a pas entendu parler de bon, tu es capable de gagner des petits vols domestiques, tu es capable de gagner une série de bagages, mais dans l'État, ça nous vient de jouer là. C'est pas ça qui est Haïti. Et c'est ça nous-mêmes nous comptons. C'est ça. Il y a dialogue, mais il y a aussi négociation. C'est ça. On dit que pas de dialogue avec les bandits et option de négociation. Par exemple, vous voyez l'agent Bayo pour pas tirer, surtout que si nous avons quelques opérations pour le faire, tomber comme ça, pour un bébé, ça, il n'est pas une option non plus. Non, nous-mêmes, nous pas bagarre comme ça. Et d'ailleurs, il faut d'abord reconnaître l'autorité de l'État et donc accepter que c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est la première chose. Et donc, là, nous dit déposer les armes, c'est simplement parce que, ou pas supposer que les armes, en tous les cas, face à la population, sauf si ou sont policiers, sauf si ou sont militaires. Donc, si on accepte de réformer, c'est autre chose. Il y a des gens qui peut-être aiment le métier des armes. Et bien, dans ce cas-là, soyez rentrez dans la force de sécurité, rentrez dans la police. Mais bandits, nous ne pouvons pas accepter. Moi, c'est une rare fois, nous entendons uns autobrés, si on peut dire comme ça, parler de l'armée. C'est comme si on a dit l'armée n'a pas jamais existé, c'est qu'on est là et nous avons une implication directe et très active de l'armée d'Haïti dans la lutte qui va le faire là. Est-ce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons pensé à bailler aux moyens pour ça? Bon, on a travaillé sur ça. La vérité, c'est qu'en quelques semaines, nous réussissons à nommer un nouveau chef de police, mais tout nous gagnons en tête nous, pour que nous fassions bon passer maintenant l'armée et nous demandons l'armée que la police travaille ensemble, de même façon que nous gagnons des troupes qui viennent là, qui ensemble capables de réaliser un bagage. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes nous voulons une armée forte. Nous pensons d'ailleurs, c'est un fait, et ce pays a été créé par l'armée indigène. Donc, l'inacceptable pour aujourd'hui, nos forces de sécurité soient réduites au plus bas. Lors de une série de statistiques, nous avons à peine 108 policiers pour 100 000 personnes dans le pays d'Haïti. En général, des pays qui parlent grand pile monde gagnent 300 policiers pour 100 000 personnes. Et nous parlons de policiers. Si on parle de forces de sécurité, aujourd'hui, avec des forces de police qui réduites à environ 10 000 personnes, des forces armées qui peut-être gagnent 2 000 à 3 000 personnes, avec peut-être d'autres forces. Donc, on ne peut pas arriver à 15 000 personnes sur 12 millions. En République dominicaine, à côté, il y a 120 000 militaires et policiers pour 12 millions de personnes. Donc, regardez la différence. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il nous faut, de toute façon, reprendre tout le territoire du pays. Et pour le faire, il nous faut aussi donner les moyens. Il nous faut avoir des forces sécuritaires qui sont en mesure de nous protéger. Moi, je pense que c'est extraordinaire, que malgré tout, le pays a c'est 14 communes que nous avons visées. Et donc, il nous faut avancer, certainement. Et en même temps, il faut que nous venions comprendre que Bandio, aujourd'hui, peut-être qu'il y avait un état de fait, mais nous disons, les choses doivent changer, et nous voulons que les choses changent. Et nous voulons aussi que, l'on a parlé de Bandi, nous bien comprendre que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement celui qui tient les armes, celui qui a financé les armes aussi, il faut qu'il réforme. Et c'est important. Monde qui finance acquisition d'armes ou bien bail. Donc là, autour dit que la justice se retourne vers tous ceux qui sont fautifs. Et c'est ce que nous voulons. OK. Bon, maintenant, on regarde pour nous, et ça parle bail, nous allons jeter nous allons faire un coup de jet sous liste internationale sanctionnée, liste monde qui est sanctionnée. Nous allons faire un coup d'œil sur ça. Nous espérons ça, bien sûr. Encore une fois, ça revient du domaine de la justice. Ça revient, en même temps, il ne faut pas oublier que notre justice, c'est une institution qui aussi est affaiblie.
et nous pas forcément des tribunaux de tous côtés, et il y a certains tribunaux, par exemple, pour poursuivre les crimes financiers, nous pas vraiment des tribunaux qui sont à même de le faire dans tous les départements. Donc, tout ceci on doit y penser, on doit y travailler, on doit remettre sur pied des institutions fortes, mais certainement, tout indice de personnes, que ce soit la clamerie publique, que ce soit l'international, d'ailleurs, que l'international, si l'international aujourd'hui a aussi des données, c'est souterrain, il vient prendre des données. Les institutions haïtiennes ont quand même fait un minimum de travail. Donc, ce n'est pas pour continuer que vous venez, et puis ce n'est pas eux-mêmes seulement qui vont venir décider qu'il nous faut aller après. D'ailleurs, il nous faut une justice qui puisse poursuivre aussi tous ceux qui, dans ce pays, ne respectent pas la loi. Il y a des gens qui ont sanctionné, qui estiment que il y a une grosse anomalie dans le processus, étant donné que pas de justice qui était condamnée, il n'y a pas même de moyens pour défendre tête, il y a juste seulement apprendre que ont sanctionné. Même songer, ancienne ministre de la Justice a dit que l'a écrit pays qui dit que ont sanctionné Mounio pour être capable imprégné de ça au gain en main. Bon, jusqu'à présent, le grand public n'a aucune idée des avancées. Il ne connaît pas est-ce que pays, dont le Canada et les États-Unis, nous ne connaissons pas qui ça a été envoyé par le gouvernement haïtien. Est-ce que nous allons relancer le processus ça pour nous seulement connaître ou bien prendre connaissance de ça que ont accusé Mounsayo et même leur fondement. Est-ce que nous entendons relancer le processus ça auprès des pays concernés? Ce n'est pas simplement relancer le processus. Le processus est en cours. Les enquêtes continuent. Dernièrement, il y a eu aux Nations Unies, ils ont parlé justement, il y avait une réunion là-dessus, ceci sur les sanctionnés. La seule chose, c'est que bien sûr, il nous faut aussi des preuves. Il nous faut aussi trouver toutes les... remonter l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et certainement, il y a peut-être des circonstances atténuantes dans certains cas, mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui n'ont pas respecté la loi devront faire face non seulement à la justice haïtienne, mais dans certains cas à la justice internationale. Il ne faut pas oublier non plus que nous, non pays côté que l'on a parlé de bandits et de crimes organisés, ce crime dépasse nos frontières. Et donc, c'est normal que s'il faut faire face, il faudra faire face non seulement à des conséquences au niveau international, mais aussi, nous espérons pouvoir redonner à la justice haïtienne toute sa force pour que lui-même tout est capable de faire travailler. Au niveau du pouvoir en place, nous réfléchissons, est-ce que nous avons déjà réfléchi sur le rôle que les États-Unis, par exemple, jouaient dans permettre, dans laisser soulever que ça montre en Haïti. Nous réfléchissons sur ça déjà? Bon, par contre, nous saurait réfléchir sur ça. Nous constatons que, effectivement, nous pas fait âme et que grand pile âme qui rentrent et par des moyens divers. Maintenant, et comment empêcher ça? Nous demander Mounio pour que les âmes pas rentrent dans le pays. Autant que possible, nous avons essayé de surveiller les frontières. Mais cependant, il y a pas mal d'acteurs, ce n'est pas simplement les États-Unis, puisque les États-Unis sont peut-être la plupart des âmes capables de sortir des États-Unis, mais parfois ce sont des citoyens haïtiens ou de la diaspora qui font les âmes rentrer. Bon, les balais de réflexion, on est arrivé sur, par exemple, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a réfléchi sur des initiatives, notamment pour protester, sous forme de protestation? Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que nous toujours des mots. C'est vrai que c'est des Haïtiens qui ont acheté des amis. C'est des Haïtiens qui ont cob, qui là-bas tout, qui permettent ça. Nous avons les États-Unis, nous avons la République dominicaine. Est-ce qu'il y a possibilité de protester? Si oui, comment le faire? Et quels sont les résultats espérés, attendus? Disons mieux, quels sont les résultats espérés d'une telle démarche si nous entendons entamer? Bon, il est clair que le processus, ça, c'est un processus qui est assez nouveau.
au point de vue international, côté que nous avons des forces qui viennent aider nous. Ce pas des forces, et ce sont des forces multinationales, donc c'est une série d'accords bilatéraux. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes nous pensons que tout le monde qui voulait aider nous, les différents pays, eh bien, ils vont venir rentrer justement dans ce processus d'accord bilatéral avec nous. Et donc ce ne sera pas aussi facile que quand on a une mission des Nations Unies et puis nous faisons un deal avec les Nations Unies et puis l'y inclut toute une série de monde. Là, il nous faut aller au cas par cas, pays par pays. Maintenant, certainement, nous pensons que l'appel a déjà été lancé. Nous pensons que nous avons démontré notre volonté justement de résoudre la crise sécuritaire. Et on s'y attaque en premier. Et nous, même si par exemple on veut de la relance économique, nous ne connaissons pas si pas de sécurité, si pas de justice, eh bien cette relance économique sont bagages qui ne peuvent pas arriver. Pour que ça arrive, il nous faut d'abord assurer que effectivement circuler. Oui, exact. Alors moi suivre avec en pile attention propos introductifs du Premier ministre, côté que nous sommes capables de dire, contrairement à ça, on monde a pensé que pas grand rien qu'a fait, il était bien imbu de situation réelle pays. Dans mise en contexte, ça le dit pour justifier les opérations qui vont être lancées bientôt en Stipinauer. Il parle de agissement bandio. Je dis, c'est lutter mon appliqué pour survivre, mon pas qu'à circuler, ou encore lui-même dit circuler, c'est un calvaire, l'école fermée, centre de santé abandonné, il y a des innocents qui sont victimes, pas de l'espoir dans le pays, investisseurs découragés, impact humanitaire, des milliers de déplacés, en pile cas déjà qu'a fait sous Timoun, en pile monde kidnappé, traumatisme. C'est pas des bails que l'on a oublié tout de suite, insécurité alimentaire, une situation que l'on décrit comme étant un bagage qui est extrêmement tragique, impunité, la justice qui va faire travailler, corruption, désastre. Il faut des actions décisives et déterminées. Un peu de bon mise en contexte, ça le dit. Mais un bagage qui est particulièrement intéressé, et maintenant, c'est le rôle au point de jeu en tant que monde qui a des oreilles Premier ministre là, en votre qualité de conseiller à la gouvernance et la relance économique. Il n'y a pas de détails sur les gens qui décapitalisent, les petites entreprises qui font faillite. On ne parle pas en posant l'homme tourné, on peut dire non, qui ça nous décider faire, quelle forme d'accompagnement vous entendez donner aux petites et moyennes entreprises décapitalisées quand nous connaissons qu'il y a près de un paquet d'entrepreneurs qui décident à investir dans l'autre pays, il y a pile monde qui quitte le pays. Calnan Biden, c'est un pays à reconstruire. C'est ça. Est-ce que je vais prendre 15 secondes quand même pour me dire un bagage. C'est que le Premier ministre, là, ce constat, il l'a fait dès le premier jour. Dès le premier jour, il est venu, il descend dans la ville, il a regardé, il est arrivé dans le centre, il est arrivé dans les réfugiés. Et c'est là qu'il a compris que la première chose à faire, il s'est rendu compte en tant que médecin de la quantité de gens qui étaient malades dans ces cas. Et c'est ça qui fait que la première action qui a été réalisée, c'est l'hôpital général. C'est pas anodin. Ça s'est fait parce qu'il a compris la nécessité, justement. Donc, ça, c'est son premier souci. Son premier souci, c'est d'apporter, de soigner, et en tant que médecin, d'apporter ce qu'il peut à la population. Et ensuite, une fois qu'on a commencé cet aspect humanitaire, maintenant, on peut aller plus loin. Merci Hans Stipinauer de pouvoir proposer et puis nous tourner pour nous une question relance économique, là, les possibilités, ce qui est faisable. Aussi jusqu'où monde qui fait faillite avec une entreprise capable lever et regarder gouvernement ça. Merci encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Un conseiller du Premier ministre Gary Coney, le conseiller à la gouvernance et la relance économique Hans Stipinauer est l'invité de ce matin. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, monsieur Hans Stipinauer, conseiller à la gouvernance et la relance économique. Une émission qui est réalisée dans le contexte lancement des opérations
dans une date non pas qu'on connaît, et l'adresse à la nation du Premier ministre Gary Coney hier soir. Avec notre invité qui gagne une certaine responsabilité, j'en me dit dans la première partie émission, en tant que conseiller pour relance économique, gagner des dossiers, par exemple, que le Premier ministre a obligé de consulter au Souyo pour dire, sans penser, est-ce qu'il y a des secteurs à consulter, est-ce qu'il y a des secteurs que nous devons regarder dans le secteur qui fait faillite. Mais si vous nous considéré question, pas débat comme si particulier, mais sur le plan macro, globalement, pour tout le pays, pour faciliter une relance économique, bien que nous connaissons que pas de relance économique sans sécurité, qu'au saut là, et pour le ministre dit le tout, c'est première priorité que lié pour eux. Donc, qui ça nous penser, quelle stratégie envisager pour une vraie relance économique en Haïti aujourd'hui? Est-ce que c'est étranger, nous parlons? Est-ce que c'est l'international? Nous t'apprenons qu'on est. Bon, la première chose, c'est redonner confiance. Il ne faut pas oublier que, quel que soit, depuis on parler de l'économie, on parler d'une population qui sentit que l'il y a confiance et que l'il est capable d'investir. Si vous n'êtes pas capable de garder devant, si vous n'êtes pas capable de gagner confiance justement dans le plan que vous mettez, que vous êtes capable d'arriver à atteindre des résultats, eh bien, vous ne pouvez pas l'investir. Donc aujourd'hui, ça nous comprendre, c'est que effectivement cette question sécuritaire, c'est le premier message que nous devons lancer pour donner confiance. Okay? Et bien sûr, en même temps, la première chose au point de vue sécuritaire, mais qui aussi peut avoir un impact sur la relance économique, c'est de débloquer les voies, c'est-à-dire débloquer vers le sud, débloquer vers le nord. Rien que ça, permettre que nous prenions souffle et que la capitale recommence à vivre et en même temps tout les provinces. Maintenant, l'autre chose importante, c'est que il nous faut aussi nous dire que souvent, malheureusement, nous considérons Haïti et puis nous en avons parlé seulement de la capitale. En fait, c'est un pays qui est bloqué au niveau de 14 communes aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est qu'il y a tout un pays à explorer. Et il nous faut aller vers les provinces. Il nous faut aussi ouvrir les provinces. Ça, c'est une bagaille qui est l'éclair pour nous. L'éclair que nous ne sommes pas capables de concentrer les investissements dans la capitale. Au contraire, il faut que ces investissements aillent se faire à l'extérieur. Et quand on veut redonner, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les provinciaux, la vie est beaucoup plus intéressante, et certainement, que dans la capitale. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant, en termes de support, c'est ça la difficulté. Pour pouvoir supporter et pour pouvoir avoir, par exemple, des banques qui vous financent, il faut que la banque elle-même aussi soit en confiance. Il faut aussi que la banque puisse savoir qu'effectivement, vous allez lui apporter un certain retour, puisque de toute façon, c'est à partir des profits que vous devrez payer la banque. Donc, comment arriver à cela? Comment redonner cette confiance et comment supporter tout ce monde? Ça aussi, ça doit faire partie du dialogue. Ça aussi, c'est à la population de nous dire. Mais surtout, il y a aussi d'autres choses. Il y a combattre la corruption. Il y a aussi retourner à des pratiques saines des affaires. Il y a aussi permettre que justement tout le monde ait accès au marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, c'est un tout, et c'est là-dessus que nous essayons de travailler. Et nous voulons aussi maintenant non seulement redonner confiance à l'investisseur haïtien, mais éventuellement à l'investisseur étranger, à l'investisseur international, de façon à ce qu'une fois que les sentis que nous-mêmes, nous vraiment voulons penser que nous venons. Et je pense que ça va se manifester. Si nous réussissons vraiment à passer le cap des prochains mois, passer le cap du fait que nous ne pas considérer encore comme un pays failli, parce qu'aujourd'hui nous sommes un pays failli, si nous arrivons à sortir de cette étiquette, l'étiquette du pays le plus pauvre, pour passer à l'étiquette du pays le plus prometteur, par exemple, à ce moment-là, on a vraiment commencé à créer l'espoir et créer la confiance et on pourra
donc revenir à des pratiques d'affaires qui soient des pratiques acceptées de tous. Mais, bien sûr, il nous faut aussi une volonté. Il nous faut une volonté à tous les niveaux. Si le Premier ministre a dit, Hans, qui c'est que tu as regardé là dans l'éventuelle activité de relance économique, ça dire? Les premiers secteurs, les secteurs les plus importants pour nous, de toute façon, c'est toujours l'agriculture et le tourisme, quelque part. Il nous faut du tourisme local aussi, il nous faut aussi du tourisme de la diaspora, il nous faut, nous pensons que c'est ce que notre pays a à offrir, sa culture est unique. Mais l'agriculture aussi, parce qu'il nous faut encore, mais pourquoi il y a un plan nourrir. pour ça? Pourquoi il y a un plan pour ça? Il y a un plan que nous sommes en train de construire. Et en fait, nous avons terminé hier seulement toutes les feuilles de route que nous sommes en train d'envoyer aux différents ministères et qui doivent permettre que cette relance économique. Mais la relance économique n'est que l'une des étapes, mais il nous faut aussi arriver, comme on l'a dit, à la sécurité nationale, à reconstruire le dialogue, il nous faut aller vers les élections et nous sommes aussi conscients que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous avons 18 mois encore à travailler et c'est faire beaucoup, donc on ne veut pas non plus avoir les mains trop chargées parce que qui trop embrasse mal les trains, donc il nous faut arriver quand même à nous concentrer. Et donc pour le moment, ce sont les secteurs les plus faciles, mais c'est aussi débloquer les investissements. Il y a énormément d'investissements qui ont été bloqués à cause de la situation pendant ces dernières années. Si nous pouvons identifier, d'ailleurs nous le demandons à tous ceux qui ont des investissements bloqués de nous contacter, de nous dire comment on peut arriver justement à ce que nous appelons des quick wins, comment nous pouvons arriver à relancer certaines choses qui étaient sur le point de démarrer par exemple, ou qui ont dû fermer et qui pourraient être relancées. Et nous sommes beaucoup dans le cas, et je m'inclus, qui avons dû fermer nos entreprises à cause de la situation. Certainement, un pays ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et donc, ensemble, nous devons vraiment identifier quelles sont les voies pour sortir. Nous y réfléchissons, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ce n'est pas simplement le gouvernement. Il nous faut vraiment que tout le monde participe à cela. Nous réfléchissons sur la question carburant, prix carburant. Est-ce que nous réfléchissons, maman, nous ne pouvons pas prendre une décision, non? Oui, nous réfléchissons sur lui et nous avons regardé comment nous sommes capables de peut-être donner certains avantages à partir de ça. Et certainement, le carburant enfin, est transversal. C'est on a d'ailleurs. Par contre, si c'est mal comprendre, mal tendre ou bien qui oublié vite, semblait pas. Bon, c'est vrai que le Premier ministre n'a pas capable d'aborder tout sujet dans le discours, mais on dirait que m'attendait parler de rôle que la diaspora a joué. Non, pour ce que pas lancé. C'est ça? C'est mal entendu ou bien? Il n'a pas mentionné la diaspora, mais cependant, le Premier ministre, certainement, est aussi issu de la diaspora, puisque nous connaissons que pendant ces 10 dernières années, il était à l'extérieur du pays. Il y revient. Et il n'est pas revenu seul, il est revenu avec quand même l'effort de beaucoup de gens, non seulement d'Haïti, mais de la diaspora. Donc pour nous, certainement, la diaspora a son rôle à jouer. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il est déjà entouré, encadré de gens de la diaspora, qui sont très nombreux, et que... Bon, je ne pense pas. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns autour de nous, oui, avec qui nous travaillons, et nous continuons certainement à avoir des échanges avec eux. Et certainement, la diaspora est tout à fait intéressée à la relance d'Haïti. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines années, si nous arrivons à faire qu'Haïti soit relancé, d'ailleurs, on peut voir, par exemple, même au niveau des États-Unis, avec ce qui est en train d'arriver, il y a eu effectivement la vague Biden, mais il y aura peut-être une vague Trump qui va venir dans le sens inverse. Ouais. Maintenant, à tort ou à raison, le Premier ministre parlait à la presse aussi, agissement monsieur Yo, surtout qu'a indiqué, mais qui position la police. Il déconseillait ça. OK, bon, s'il mettait ça de côté, mais il y a l'autre point, côté qu'il dit, côté nous, nous pas fait bac. Et puis il dit, nous parer pour piège, nous parer pour les attaques, nous parer tout pour les fake news. C'est-à-dire que nous n'entendons pas fake news, nouvelles qu'ils ont inventées, qui pas fondées, qui pas campé sur rien, de fausses propagandes, ou bien propagande, tout simplement. Pour contrer les fake news, nous avons nous entendre faire pour ça?
Bon, il est difficile de contrer les fake news. Et d'ailleurs, depuis le début, pas seulement, enfin, du gouvernement, et même avant, nous avons un pile fake news qui viennent en face de nous. Il y a un pile fake news, par exemple, sur le rôle allons dire, de différents conseillers, de différents mondes qui font une série de bagailles. Et souvent, nous obligés de mettre fake sur eux. Et là, nous sommes capables de nous joindre les nouvelles là. Mais ça, nous comprenons tout, c'est que fake news, il vient une sorte de nouvelle arme. C'est une nouvelle arme de la communication, c'est une arme aussi pour essayer de nous déstabiliser. Nous-mêmes, nous ne voulons pas prendre en déstabilisation. Ça. Nous voulons que le monde comprenne que justement, nous avons un objectif, que nous avons essayé d'atteindre. Et l'objectif, ça, nous avons essayé autant que possible de le clarifier. C'est pour ça que le Premier ministre a aussi dit dans les médias officiels. Donc, les médias officiels de la primature. Si vous voulez vraiment connaître les vraies nouvelles, allez là. Pas quitter mon abdu ou que, par exemple, gagner une série de bagailles qu'a fait quand ce n'est pas le cas. Donc, nous essayons autant que possible, nous, de rester dans la réalité. La réalité, c'est que nous avons trouvé un État délabré. La réalité, c'est que nous avons trouvé des institutions qui ne marchent pas. La réalité, aujourd'hui, c'est que nous avons une fonction publique et des gens qui empilent là-dedans Biden, que ce soit dans la police, que ce soit dans les différents ministères même. Nous avons énormément de cadres qui ont laissé le pays. C'est ça la réalité. La réalité, c'est comment nous les faisons revenir. La réalité, c'est comment maintenant nous pouvons travailler à donc redonner la confiance. Comment les gens peuvent se sentir en sécurité et ne pas penser qu'ils vont être kidnappés. Comment les gens peuvent rentrer là et vraiment se sentir à l'aise dans ce pays. C'est ça nous-mêmes l'empêcher de faire. OK, mais est-ce que nous n'avons pas réfléchi en amont pour nous empêcher une série de nouvelles ou bien fausses nouvelles véhiculées? Par exemple, dans le cas d'une opération, qui ça l'État entend faire sur le plan communicationnel? Il y a une institution qui est là, ou il y a un Conatel qui est là, ou il y a les compagnies de téléphonie mobile qui est là, tout. Nous pas jamais pensé à solliciter collaboration. Nous pas qu'à dire que nous n'y pensons pas. Certainement, il y a certaines choses qui relèvent, je dirais, de l'autorité de l'État et qui sont peut-être plus confidentielles. Mais oui, nous essayons de trouver autant de support que possible pour pouvoir en même temps couvrir nos opérations. Mais ça, nous vient, c'est que les gens prennent des risques inimaginable. Et nous, même le force de police qui a intervenu, nous a tiré, et puis nous avons des journalistes qui descendent, qui prennent une série de news, et qui parlent pour toute bagaille, pour que y ait un pile like, que y ait un pile monde qui suivi. Et ça, nous obligés d'y parce qu'en même temps, ils sont en train de risquer leur vie. Et même parfois aussi en train de colporter des nouvelles qui ne sont pas vraies, ou encore ils sont à la recherche du scoop, à la recherche de l'attention. Et je dis, il nous faut d'abord créer un climat paisible, un climat aussi qui permette vraiment le dialogue. Et donc, fake news là, nous venons que c'est en réalité, il vient aujourd'hui. D'ailleurs, un peu de monde dit que fake news marche beaucoup plus vite que les vraies nouvelles. Et donc, nous tenons à attirer l'attention de beaucoup de gens sur le fait que les fake news, souvent, inondent les réseaux et ce n'est pas forcément la vérité. Alors, pour nous retourner sur cette question, pour l'instant, il y a un auditeur qui est dans la diaspora qui m'a demandé de me poser une question pour lui. Pourquoi ne pas encourager, au niveau de la diaspora, la création d'une banque de développement et d'investissement avec les capitaux de la diaspora dans un partenariat public-privé? Nous sommes prêts à l'envisager. D'ailleurs, il y a une banque de ce genre qui avait été créée. Et je parle de Promo Capital, on parle il y a 20 ans, qui était une banque en même temps d'entrepreneurs de la diaspora et d'entrepreneurs haïtiens. Il n'y a pas eu grand suivi, malheureusement. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes prêts à l'envisager, mais il nous faut d'abord le projet. Il nous faut aussi des gens, parce qu'à chaque fois qu'on parle de banque, les gens ne comprennent pas qu'il nous faut quand même des gens qualifiés et il nous faut aussi nous-mêmes travailler sur nos lois.
au point de vue bancaire, au point de vue financier. Les lois pour les banques haïtiennes sont différentes. Ici, quand on parle d'une banque de développement, on parle d'une société financière de développement, c'est ça, c'est ce que dit la loi. Et certainement, il y a beaucoup de travail à faire encore sur le point de vue financier et pour pouvoir amener plus de capitaux en Haïti. Mais il y a certainement, la diaspora joue son rôle. Peut-être que, par exemple, les transferts, il y a une façon de travailler là-dessus. Bref, il y a énormément de choses à faire et nous n'allons pas nous réduire à quelque chose. Si la diaspora et tous ceux qui veulent participer, nous sommes ouverts et nous sommes là pour leur donner le support nécessaire. Est-ce que CFI toujours fonctionné? Positif, oui. OK. Bon, l'autre auditeur qui dit me pose une question pour lui. Il dit que le problème que nous avons aujourd'hui là, c'est un problème qui est de nature de sécurité publique. Sécurité nationale, lui-même à laquelle on a apparemment fait allusion, est liée à notre diplomatie. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de problème diplomatique déclaré. La République dominicaine est à surveiller parce qu'elle représente une menace à notre production nationale. Et c'est sur le renseignement politique que nous devons nous appuyer pour juguler ce problème diplomatique Haïti-République dominicaine. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que les Dominicains, effectivement, depuis 30 ans, sont en train de travailler à envahir notre pays au point de vue productif. Et je me souviens, depuis en 1993, nous avons visité des entreprises en République dominicaine et ils ont dit nous carrément que leur objectif était de pénétrer le marché haïtien et de le dominer. Donc, ça fait longtemps qu'eux-mêmes travaillent sur ça. Et nous n'avons pas répondu dans ce sens. Nous nous concentrons sur le marché haïtien et nous pensons que c'est effectivement une erreur. Aujourd'hui, nous devons réfléchir au marché de l'île et même beaucoup plus au marché de la Caraïbe, au marché de tout, en fait, même au marché américain. Quand vous voyez, par exemple, Haïti qui a bénéficié de Hope, etc., de certains accords, mais on se concentre sur les États-Unis. Quand, en fait, on devrait se concentrer sur tous les pays qui sont aux alentours. La Colombie, le Venezuela sont des pays qui souvent nous ont dit que nous ne cherchons pas assez à les exploiter. Et donc, oui, la République dominicaine est un pays à surveiller. D'ailleurs, pour nous, il ne faut pas oublier l'histoire. La République dominicaine, c'était d'abord la République de Haïti de l'Est. C'est comme ça qu'elle a commencé. Ouais. Et cependant, dans l'histoire aussi, la République dominicaine est pratiquement reconnue par les États-Unis avant Haïti. Donc aujourd'hui, la République dominicaine se sent dans une position peut-être de conquérante, mais la vérité, c'est qu'ils sont encore des Haïtiens qui sont devenus dominicains. Par rapport à la frontière, là, qui fermait depuis quelque temps, nous pas entendre résoudre le problème ça? Oui, nous voulons résoudre le problème ça le plus tôt possible. Bien sûr, ça doit se faire encore une fois de façon bilatérale avec la République dominicaine. Mais la frontière fermée, c'était aussi pour pouvoir, alors, de leur côté, pour empêcher aux Haïtiens de rentrer sur leur territoire, mais de notre côté, pour pouvoir mieux contrôler et éventuellement pour réduire le trafic des armes, etc. Mais il est certain que nous nous rendons compte, et on l'a dit, que beaucoup de ces gangs sont alimentés de façon internationale, que ce soit de la République dominicaine ou d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, tout ceci est à surveiller. Un dernier point, une dernière question. Excusez-moi auprès de auditeurs qui ont envoyé des questions pour moi que je ne peux pas poser parce que arrivé sur nous. Un dernier point avec vous. Le Premier ministre, dans l'intervention, il dit que combat ça dans lequel il est engagé n'est pas facile et il n'est pas fini vite. C'est comme si cela devrait prendre le temps qu'il faut. Il même fait allusion à des pays qui font face à des difficultés du même genre, dont le Salvador. Les pays, ça, c'est des pays qui gagnent plus de 10 fois plus moyens que nous-mêmes en Haïti, et moi, ça prend pile temps. Il y a un auditeur qui dit, est-ce que ça veut dire nous ne pouvons pas résoudre le problème dans le mandat que nous gagnons? Parce qu'on l'arrivé, il faut quand même nous faire élection pour nous quitter le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que nous tout annoncer que ça peut arriver qu'une frontière aille plus vite, tant qu'on a dit par maire des premiers ministres, sinon maire de la frontière. En plus, est-ce que c'est pas préparer l'opinion à une conseil éventuellement? Non, écoute,
Le Premier ministre est réaliste. Le Premier ministre a vécu dans d'autres pays qui ont eu ce genre de problème. Et ça que l'y comprennent, c'est que rien ne peut se résoudre en 2 jours. Et donc, il prépare la population. Mais en même temps, pour préparer la population, ça va dépendre. À la vérité, la réponse, c'est la population qui va nous la donner. C'est comment on va réaliser le tête ensemble. Comment nous pourrons mettre vraiment les épaules à épaules pour nous capables d'avancer. Comment nous pourrons empêcher bandits de passer. À tous les niveaux, hein, là nous dit bandits, ce n'est pas seulement bandits qui gagnent des armes. Comment nous pourrons empêcher bandits qui ont même, par exemple, utiliser l'arme de la corruption. Il ne faut pas oublier que nous très intéressés à lutter contre la corruption. Et c'est une raison qui fait que le Premier ministre Santou lui demandait pour que c'est lui-même qui gagne le pouvoir de nomination. C'est lui-même qui gagne le pouvoir de révocation. Et donc, c'est dans ce sens-là, parce que nous voulons d'abord assainir l'État. Nous voulons assainir toutes les institutions de l'État. Mais pour ceci, il nous faut aussi des gens qui sont capables de le faire. Et donc, je vous dis, on a essayé de river et toucher autant que possible. Mais c'est un tout. Et comment nous allons pouvoir vraiment résoudre une crise humanitaire qui a commencé depuis longtemps, une crise au niveau des bandits, etc., qui a commencé depuis longtemps, en quelques mois, ce serait un miracle si nous arrivions en 18 mois vraiment à faire tout rentrer dans l'ordre. Mais pourquoi pas? Tout est possible, donc pourquoi pas un miracle aussi? Et nous allons certainement nous donnons tout ce que nous pouvons. Le Premier ministre, c'est un monde qui presque pas dormi, puis le monde comme ça, et là, travaille dur, et tout son staff est là pour l'aider à réaliser sa mission. Et cette mission, c'est vraiment de faire Haïti reprendre confiance et de faire Haïti redevenir une lumière pour le reste des nations. Non. OK, Antibina, on répond à la question déjà. Deux petits points rapidement. Nous contactons CNDD déjà dans perspective de désarmement? Nous parlons avec eux, oui. Nous parlons avec eux? Oui. Et comment sentez le Premier ministre? Le Premier ministre est en santé. D'ailleurs, effectivement, à un certain moment, il était sous un pile stress, mais bon, il était venu un petit problème de santé, mais il se remet. Et un pile monde peut-être capable de dire que gain de l'heure, pas tant de voix très fort, mais le Premier ministre n'a jamais parlé très fort. C'est comme ça il parlait doucement. Et ceci représente aussi ça que lui-même il sentit. Il vient là avec toute force, mais il n'a pas besoin de parler fort pour se faire entendre. Nous sommes contents de présence sur la matin, nous sommes contents que vous acceptez de venir parler avec nous. Et bon, si le pays a besoin qu'on ça passer, moi qui ai des efforts dans ce sens-là, nous prenons des augustes comme porte-parole. Nous allons le même. Oui, nous allons le même. Mais je dis en même ou là pour nous faire parole la marcher et circuler. C'est ça. Content côté là. Merci infiniment. Merci Wendell, merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui tendent nous aujourd'hui. Et nous espérons vraiment qu'on est capable de continuer à faire parler ça. Et nous espérons que la population a arrêté à l'écoute et que tout. Elle va collaborer avec nous tous. C'est ça. Collaboration importante. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le conseiller à la gouvernance et la relance économique, Hans Tippinauer, était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.